Imaginez-vous debout sur le rivage, observant un porte-conteneurs quitter le port. Sur son pont, des milliers de conteneurs en acier empilés aussi haut qu'un immeuble de 9 étages. Le poids total de la cargaison dépasse 100 000 tonnes. La coque du navire est en acier. Les moteurs, les ancres, les chaînes, les cloisons, tout est en acier. Et tout cela pèse bien plus que l'eau. L'acier coule. Tout enfant le sait. Jetez un boulon en acier dans un seau et il touchera immédiatement le fond. Et pourtant, cette structure de 200 000 tonnes d'acier, de carburant et de cargaison ne se contente pas de flotter. Elle traverse l'océan Pacifique, en pleine tempête, avec des vagues de 12 mètres et une inclinaison de 30 degrés. Et elle ne chavire pas, elle ne coule pas. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un navire ne flotte pas simplement parce qu'il est creux à l'intérieur. Cette explication est aussi simpliste que de dire qu'un avion vole parce qu'il a des ailes. Techniquement vrai, mais pratiquement inutile. Car la véritable question n'est pas pourquoi le navire ne coule pas par temps calme, mais pourquoi il ne chavire pas en pleine tempête. Pourquoi une pile de conteneurs de 30 mètres de haut ne le renverse pas comme un jeu de dominos? Pourquoi un navire ayant subi une brèche et embarqué des milliers de tonnes d'eau peut encore rester à flot? La réponse ne réside pas dans une seule formule ou un seul principe. C'est un équilibre rigoureusement calculé entre la gravité, la poussée d'Archimède, la géométrie de la coque et la répartition des masses. Un équilibre où le couloir de sécurité se mesure en centimètres et en degrés. Un pas de côté et 200 000 tonnes d'acier pourraient se retourner et sombrer en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons explorer la physique cachée qui maintient un navire à flot et l'empêche de chavirer. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un navire de la même manière. Commençons par les bases. Pourquoi un navire en acier ne coule-t-il pas? La loi d'Archimède. Un corps immergé dans un liquide est poussé vers le haut par une force égale au poids du liquide déplacé. On apprend cela en classe de physique. Mais peu de gens réalisent ce que cela signifie vraiment pour un navire. Une plaque d'acier coule parce que sa densité est supérieure à celle de l'eau. Mais cette même plaque, pliée en forme de boîte, déplace un énorme volume d'eau avec une masse relativement faible. L'espace vide à l'intérieur de la coque n'est pas rien. C'est de l'air, dont la densité est 800 fois inférieure à celle de l'eau. Un navire est une enveloppe d'acier remplie d'air. Et la densité moyenne de cette structure, coque plus air plus cargaison, doit être inférieure à celle de l'eau. Alors, la poussée d'Archimède dépasse le poids, et le navire flotte jusqu'à ce que ses forces s'équilibrent. Le point d'équilibre détermine le tirant d'eau, la profondeur à laquelle le navire est immergé. Plus la cargaison est lourde, plus le tirant d'eau est profond. Plus le volume de la coque sous la ligne de flottaison est grand, plus le navire déplace d'eau et plus la force de flottaison est grande. Tant qu'il reste du volume dans la coque, le navire flotte. Si le poids dépasse la force de flottaison maximale, le navire coulera. C'est pourquoi chaque navire a une marque de charge, la ligne de Plimsoll, indiquant le tirant d'eau maximal autorisé. Charger le navire en dessous de cette ligne rendrait la flottabilité dangereusement faible. Mais la flottabilité n'est que la moitié de l'équation. Et honnêtement, ce n'est pas la moitié la plus fascinante. Car un navire qui flotte mais chavire n'est pas mieux qu'un navire qui coule. La véritable question est la stabilité. La capacité d'un navire à revenir à sa position verticale après avoir été incliné par une force externe, vague, vent, déplacement de la cargaison. Et c'est ici que commence la physique qui décide de la survie ou de la perte d'un navire. Chaque navire possède deux points critiques. Le premier est le centre de gravité, noté G. C'est le point où le poids total du navire est concentré. Il dépend de la répartition des masses, où se trouvent les moteurs, où est stockée la cargaison, où sont les réservoirs de carburant, où sont situées les superstructures. Le centre de gravité tire toujours le navire vers le bas. Le deuxième point crucial est le centre de carène, noté B. C'est le centre géométrique de la partie immergée de la coque,
celle qui se trouve sous la ligne de flottaison et déplace l'eau. La poussée d'Archimède s'exerce précisément en ce point et est toujours dirigée vers le haut. Quand le navire est à l'équilibre, les deux points, G et B, se trouvent sur une même ligne verticale. Le poids du navire tire vers le bas à travers G. La poussée d'Archimède pousse vers le haut à travers B. Les forces sont égales et opposées. Équilibre parfait. Mais imaginez qu'une vague incline le navire de quelques degrés sur la droite. Que se passe-t-il alors? La forme de la partie immergée de la coque change. Le flanc droit s'enfonce davantage, tandis que le flanc gauche se soulève. Le volume d'eau déplacé reste identique. Le poids du navire n'a pas changé. Mais la géométrie de ce volume a évolué. Le centre de carène B se déplace vers la droite, du côté le plus immergé. Le centre de gravité G, quant à lui, reste presque immobile. La masse du navire n'a pas bougé. Désormais, le poids du navire tire vers le bas à travers G, tandis que la poussée d'Archimède pousse vers le haut à travers B. Mais B n'est plus sous G, il s'est déplacé vers la droite. Ces deux forces, le poids et la poussée, forment alors un couple, un moment de rotation. Et la direction de ce moment change tout. Si le moment ramène le navire à la verticale, le navire est stable. Il oscille, puis se redresse. Si le moment pousse le navire davantage vers l'inclinaison, le navire est instable, il chavire. Pour déterminer ce qui se passera, les ingénieurs introduisent un autre point, le métacentre, noté M. C'est le point d'intersection de la ligne verticale passant par le centre de carène déplacé B avec l'axe central du navire. Un concept géométrique, mais dont le sens physique est une question de vie ou de mort. Si le métacentre M se trouve au-dessus du centre de gravité G, le navire est stable. La distance GM est appelée hauteur métacentrique. Plus elle est grande, plus le moment de redressement est puissant, plus le navire est stable. Si le métacentre est en dessous du centre de gravité, c'est fini. Toute déviation de la verticale s'amplifie. Le navire chavire. Hauteur métacentrique, GM. 2 lettres. Et en elle, la différence entre un voyage sûr et une catastrophe. Pour un grand porte-conteneurs, la hauteur métacentrique typique varie de 1,5 m à 2,5 m. Pour un paquebot de croisière, elle est de 1 à 2 mètres. Pour un pétrolier, de 2 à 5 mètres selon la charge. Cela peut sembler peu, mais ce n'est pas une marge de sécurité laissée pour l'esthétique. C'est une valeur précisément calculée, et elle représente aussi un compromis. Mais une question évidente se pose ici. Si une grande hauteur métacentrique signifie une plus grande stabilité, pourquoi ne pas la rendre aussi grande que possible? Abaisser le centre de gravité autant que possible. Placer toute la cargaison lourde au fond. Remplir les ballastes. Construire un navire impossible à renverser. Et c'est là que la physique commence à résister. Une hauteur métacentrique trop grande signifie un moment de redressement trop fort. Un navire qui revient instantanément à la verticale après chaque inclinaison ne tangue pas en douceur, mais brusquement, comme un métronome. Période de roulis courte, accélérations angulaires élevées. La cargaison subit des charges dynamiques colossales. Les conteneurs se détachent de leur fixation. Les barres de fixation se brisent. Une pile de conteneurs de 20 mètres de haut commence à vivre sa propre vie. Elle oscille, se déforme, et à un moment donné, les conteneurs supérieurs passent par-dessus bord. L'équipage ne peut pas tenir debout. Les équipements sur la passerelle, instruments, écrans, tasses à café, volent dans la pièce. Ce n'est pas une exagération. Un roulis brusque est l'un des problèmes d'exploitation les plus graves pour les navires de charge. La perte de conteneurs en mer est un phénomène régulier. Chaque année, des centaines, voire des milliers de conteneurs passent par-dessus bord, et une part importante de ces pertes est liée aux résonances paramétriques et aux roulis excessivement rigides. Une hauteur métacentrique trop faible et le navire devient lourd. Il s'incline lentement,
se redresse à contre-cœur et toute influence supplémentaire, une rafale de vent, un déplacement de charge, une vague tournante, peut être l'impulsion finale qui le fait basculer au-delà du point de non-retour. Chavirage. La stabilité parfaite d'un navire ne réside ni dans un maximum ni dans un minimum. C'est un corridor étroit où le navire est suffisamment stable pour ne pas chavirer, tout en étant assez souple pour préserver sa cargaison et épargner son équipage des secousses. Cependant, la hauteur métacentrique ne concerne que la stabilité pour de petits angles d'inclinaison. 5, 10, peut-être 15 degrés. Mais que se passe-t-il lorsque les angles deviennent plus grands? C'est là qu'intervient un outil plus complexe, le diagramme de stabilité statique ou courbe GZ. Cette courbe illustre comment le moment de redressement évolue avec l'augmentation de l'angle d'inclinaison. Pour de petits angles, le moment augmente. Le navire résiste de plus en plus. Puis, il atteint un maximum avant de décliner. À un certain point, il devient nul. Cet angle critique est appelé l'angle de Vanishing Stability. Au-delà, le moment devient négatif. Le navire ne se redresse plus. Il chavire. Pour la plupart des navires commerciaux, cet angle est compris entre 50 et 70 degrés. Cela semble beaucoup. Mais lors d'une tempête en haute mer, où les vagues exercent des charges dynamiques et où l'eau sur le pont ajoute des milliers de tonnes de masse au-dessus de la ligne de flottaison, la marge réelle peut être bien moindre. Il existe un terme que chaque ingénieur maritime connaît et que chaque capitaine redoute: la surface libre du liquide. Imaginez une citerne à moitié remplie de carburant. Lorsque le navire s'incline, le liquide se déplace vers le côté inférieur. La masse se décale vers l'inclinaison. Le centre de gravité du navire s'élève. La hauteur métacentrique diminue. La stabilité chute. Ce n'est pas une abstraction théorique, c'est l'un des principaux dangers pour les navires. Un pétrolier transportant une cargaison liquide dans des réservoirs partiellement remplis peut perdre sa stabilité simplement à cause du mouvement du liquide à l'intérieur. C'est pourquoi les réservoirs de cargaison sont conçus étroits, divisés par des cloisons longitudinales et sont soit complètement remplis, soit laissés vides. Un remplissage partiel est une zone dangereuse. Le chalutier West a chaviré et coulé dans l'océan Pacifique en 2004. Parmi les causes, la surface libre du liquide dans les cales à poissons. La prise n'était pas correctement arrimée, et avec le roulis, le poisson et l'eau se déplaçaient d'un bord à l'autre, amplifiant le mouvement du navire jusqu'à son renversement. 6 des 8 membres d'équipage ont péri. Surface libre du liquide. 3 mots. Et derrière eux, des centaines de marins disparus et des dizaines de navires coulés. Il existe une autre situation critique, l'inondation d'un compartiment. Une brèche, une collision, un échouement. L'eau s'engouffre dans la coque. C'est ici que la dernière ligne de défense entre en jeu, les cloisons étanches. La coque du navire est divisée par des parois d'acier transversales en compartiments. Chaque compartiment est hermétique. Si l'un est inondé, l'eau ne pénètre pas dans les autres. Le nombre de compartiments qu'un navire peut perdre, tout en restant à flot, est appelé l'indice d'insubmersibilité. Les leçons de l'histoire ont été écrites dans le sang. Après le naufrage du Titanic en 1912, lorsque le paquebot insubmersible a sombré en 2h40, emportant 1500 vies, les exigences en matière de cloisonnement ont été renforcées. Après chaque catastrophe suivante, Andrea Doria en 1956, Estonia en 1994, les normes ont été révisées encore et encore. Un paquebot moderne doit rester à flot et conserver sa stabilité même en cas d'inondation de plusieurs compartiments adjacents. Cela est calculé pour des milliers de scénarios, différentes combinaisons de compartiments inondés, différentes charges, différents états de la mer. Mais les cloisons sont aussi un compromis. Plus de cloisons signifie plus de sécurité, mais moins d'espace utile à l'intérieur de la coque. Chaque cloison représente des tonnes d'acier,
réduisant le volume des cales de chargement ou des espaces passagers. Et chaque cloison est un obstacle pour le chargement-déchargement, pour le passage des tuyauteries et des câbles, pour le déplacement de l'équipage. Un pétrolier avec 10 cloisons longitudinales est plus sûr qu'avec 3. Mais le charger et le décharger est un cauchemar. Ainsi, le nombre de cloisons n'est pas une question de « plus il y en a, mieux c'est ». C'est un calcul précis entre sécurité, économie et exploitation. Revenons maintenant à notre point de départ. Imaginez un porte-conteneurs de 400 mètres de long, chargé de conteneurs s'élevant à 30 mètres au-dessus du pont, traversant l'océan en pleine tempête hivernale. Vous le percevez désormais différemment. Ce n'est pas juste un grand navire. C'est un système où chaque paramètre, tirant d'eau, largeur, hauteur de franc-bord, masse de ballast, nombre de cloisons, période de roulis, se situe à l'intersection d'exigences contradictoires. La hauteur métacentrique n'est ni maximale ni minimale. Elle est précisément calculée pour que le navire ne chavire pas en pleine tempête, tout en évitant de secouer les conteneurs au point de les faire tomber à l'eau. Le tirant d'eau est ajusté pour garantir la flottabilité avec une cargaison complète et une marge pour les conditions de tempête, mais pas trop profond pour permettre l'accès au port. Les cloisons sont en nombre suffisant pour résister à une inondation calculée, mais pas en excès pour éviter de transformer le navire en un labyrinthe d'acier ingérable. Ce n'est pas une navigation avec une stabilité maximale, c'est un voyage dans un corridor étroit entre le chavirement et la destruction de la cargaison, entre la flottabilité et le tirant d'eau, entre l'insubmersibilité et l'économie. Chaque centimètre de hauteur métacentrique, chaque tonne de ballast, chaque cloison est à sa place. Et dans ce corridor se cachent des avantages insoupçonnés, auxquels ni les passagers ni les expéditeurs ne pensent. Les réservoirs de ballast, qui remplissent le navire d'eau lorsqu'il navigue à vide, non seulement assurent la stabilité, mais optimisent également la profondeur de l'hélice, augmentant ainsi l'efficacité et économisant du carburant. Les quilles de roulis, ces nageoires en acier étroites sous la coque, ne génèrent pas de portance supplémentaire, mais amortissent le roulis latéral, réduisant les accélérations angulaires et protégeant la cargaison. Les citernes stabilisatrices, où l'eau se déplace d'un bord à l'autre avec un retard contrôlé, transforment la surface libre, ennemie de la stabilité, en un allié qui amortit le roulis. Et c'est là, à mon avis, que réside la véritable beauté de l'ingénierie maritime. Un navire n'est pas un simple objet qui flotte. C'est un dialogue constant avec la physique de l'eau, avec la gravité qui tire vers le bas. Avec la poussée d'Archimède qui pousse vers le haut, avec les vagues qui tentent de le renverser, avec la cargaison qui cherche à se déplacer, avec l'eau qui cherche la moindre fissure pour s'infiltrer. Chaque navire quittant le port est une réponse à toutes ces forces à la fois. Pas parfaite, pas maximale, mais la seule possible, à l'endroit où toutes les contraintes se rencontrent. Quand vous voyez un porte-conteneur dans un océan en furie, vous ne voyez pas une simple masse d'acier, vous voyez un équilibre précis, maintenu par des centimètres et des degrés. Et cela me pousse à réfléchir. Nous avons parlé de la résistance du navire au chavirement, mais nous n'avons pas abordé ce qui se passe lorsque cet équilibre est soudainement rompu. Quand une vague scélérate de 25 mètres s'abat sur un navire conçu pour des vagues de 12 mètres. Comment ces vagues extrêmes brisent-elles le modèle calculé et pourquoi les navires continuent-ils de disparaître sans laisser de traces au XXIe siècle? J'ai réalisé une vidéo dédiée pour explorer ce sujet en détail. Vous la trouverez sur ma chaîne.